je suis passée de la littérature jeunesse à écrire Clara sans majuscule, en fait, pour moi, il n'y a jamais eu de clivage entre la littérature jeunesse et puis la littérature pour un lectorat adulte. J'ai écrit un recueil de poésie, j'ai écrit des nouvelles qui ont été soit lues dans des émissions littéraires ou bien publiées dans des revues littéraires. En même temps, j'ai écrit pour les enfants, mais presque par hasard, parce que quand j'étais à la fin de l'adolescence, j'écrivais de la poésie. Ma grand-mère était libraire, elle voulait voir ce que j'écrivais, je lui ai montré, puis elle m'a dit, ben il y en a un poème que je verrais très bien en album pour enfants. J'ai dit OK. Elle l'a présenté à un éditeur qui a décidé de le publier, et ça a été la porte ouverte. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours écrit en parallèle, soit pour les adultes, soit pour les enfants. Et le premier roman pour adultes que j'ai écrit, c'est dans le cadre d'un doctorat en création littéraire. Là, je me suis lancée pour faire vraiment un roman pour adultes, alors que j'avais fait plusieurs romans pour enfants. Et là, maintenant que j'ai fini Clara sans majuscule, je continue. Je suis en train de remanier un roman pour jeunesse que je vais présenter à des éditeurs. Donc, ce sera toujours ça, je pense, pour moi, cette vie en parallèle. Les deux lectorats me plaisent. L'intrigue de Clara sans majuscule est située à Paris pour des raisons liées au personnage et des raisons liées à ma connaissance de la ville. Clara a besoin de faire une action d'éclat parce qu'elle n'en peut plus. Donc, elle va aller à Paris. Elle va mettre 6000 km entre elle et ses enfants. Et elle va aller rejoindre le père de ses jumeaux. Et ça a été une construction dramatique qui s'est faite au moment où j'ai décidé que c'était à Paris qu'elle allait. Et pourquoi Paris? Parce que c'est une ville que je connais super bien, que ça a été ma première destination quand je suis partie en voyage. J'ai étudié là pendant 1 an. Je suis retournée plusieurs fois pour toutes sortes de raisons. Ensuite, ma fille a étudié là pendant 3 ans. J'allais la voir beaucoup. Et avant la pandémie, j'ai passé une dizaine d'années où je passais tous les étés à Paris, j'écrivais. Et Clara sans majuscule a été écrit en grande partie à Paris, ce qui était très pratique parce que comme Clara était journaliste puis qu'elle avait des reportages, des articles à faire, moi j'allais au lieu où elle allait se rendre comme journaliste. Je prenais des notes, je faisais les mêmes déplacements que ce que je lui fais faire dans le roman, et puis je revenais puis j'écrivais. Et en même temps, je lui ai prêté, on pourrait dire, le plaisir que j'ai d'être à Paris, l'amour que j'ai pour la beauté de cette ville-là, et puis la liberté que j'ai aussi quand je vais à Paris où je suis sollicitée par rien sauf par l'écriture. Je lui ai donné ça et ça lui a donné un contexte pour pouvoir s'épanouir, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas pour trouver des solutions à ce qu'elle vit. Les mots écrits pour Clara créent en elle une présence qui la rassure. Et aussi inspirée par René Char qui disait « Les mots qui vont surgir connaissent de nous ce que nous ignorons d'eux ». Elle se dit qu'il faut qu'elle analyse ou qu'elle explore davantage les mots qu'elle utilise pour voir s'il n'y aurait pas des significations qui l'éclaireraient sur ce qu'elle ressent, sur ses intentions et tout ça. Et finalement, oui, elle découvre beaucoup de choses en faisant ça, que vous pourrez lire dans le roman, mais au fur et à mesure qu'elle le fait, elle prend des mots et des petites phrases, et de ces petites phrases-là, elle tire des courts poèmes qui, mis bout à bout, créent pour elle une œuvre qui la satisfait, qui lui fait du bien. Moi, j'écris pas comme ça du tout, quoique je me suis bien amusée à suivre Clara dans son exploration des mots, mais pour moi, l'écriture, c'est... En fait, il y a deux stades dans l'écriture, l'imaginaire, où j'invente, mais j'ai pas de mots à écrire, j'ai pas de travail à faire. Puis après, le travail des mots, qui est beaucoup plus laborieux, parce qu'il y a à la fois moi qui écris et quelqu'un en arrière de moi qui dit ça c'est bon, c'est pas bon, la musicalité est pas là, etc., etc. Donc il faut que je vive avec ce critique-là pendant que j'écris. Et le baume, s'il y a un baume, c'est le fait de ne pas être dans mon propre temps, d'être dans le temps des personnages, dans le temps des situations. Je m'oublie et je suis en train de vivre ce que ces personnages-là vivent. Et c'est une libération, c'est vraiment très agréable. Ça, c'est la partie baume pour moi. La maternité, certainement pour Clara, pose des problèmes, ça c'est clair.
Est-ce que c'est audacieux de parler de ces problèmes-là? Je pense pas que ce soit tellement audacieux, parce que je pense que c'est un lieu commun, que la maternité, c'est difficile. Euh, Puis je parle pas de la paternité, juste la maternité, c'est difficile. Si il y a quelque chose d'audacieux, c'est certainement pas de parler de ça, mais c'est de mettre en scène un personnage comme Clara, qui est ni mère courage d'un côté, ni Médée assassinant ses fils de l'autre. Elle n'est pas dans les extrêmes. C'est une mère qui a porté l'illusion qu'elle aimerait toujours autant, elle aurait toujours cette énergie-là, ce don de soi, cette générosité, que jamais elle serait fatiguée de ça. Et puis boum, elle se rend compte après 8 ans de monoparentalité où le père s'occupe plus ou moins des enfants, et puis que les adolescents sont difficiles pour des raisons qui leur sont propres, que finalement elle n'en peut plus, qu'elle est au bout du rouleau, qu'elle ne se reconnaît pas. Alors elle fait cette action d'éclat de s'en aller en France en laissant un petit message à ses enfants: je m'en vais discuter de nouvelles conditions de vie avec papa. Point. Mais en fait, c'est qu'une fois qu'elle va arriver à Paris, d'abord, son ex-mari ne va pas du tout réagir comme elle veut, les enfants ne vont pas réagir comme elle pensait qu'elle allait réagir, ne change pas de vie qu'il veut. Et elle va être obligée de vivre avec ça, et avec toute la réflexion qui lui vient. Où est-ce qu'elle a pris ce modèle-là, qu'il fallait qu'elle soit si généreuse, si extraordinaire? Quelle sorte d'enfant elle a été, et quelle sorte de mère elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a appris de cette femme-là? Et puis elle se rend compte qu'il y a aussi d'autres facteurs dans son épuisement. Le fait qu'elle a 57 ans, qu'elle voit la vieillesse venir, elle se rend compte que les bilans qu'elle fait, c'est des bilans définitifs. Elle ne pourra pas recommencer tout ça. Et que, surtout, ça fait assez longtemps que, comme elle dit, elle vit parce qu'elle est vivante et pas parce qu'elle est portée par le désir. Et là, j'ai pensé au livre de Marie Biédou, qui a un titre extraordinaire, Un peu de désir, sinon je meurs. Mais c'est ça. C'est que c'est pas qu'elle meurt, mais en dedans, il y a plus de vie. Et comme elle a 57 ans, donc 30 ans d'espérance de vie, il va falloir qu'elle trouve un désir, il va falloir qu'elle trouve autre chose que la maternité. Donc, se rendre compte que quand elle était mère et qu'elle s'occupait toujours des besoins, des besoins, des besoins des autres, elle s'oubliait comme personne. Et c'est comme personne qu'il va falloir qu'elle aille, qu'elle puisse retrouver ce désir-là. Et ça va être ça, sa quête, pas juste à Paris, quand elle revient à Montréal. Il faut que ça continue. Parce qu'elle rebrasse les cartes, mais tout le monde va réagir d'une façon qu'elle n'a pas prévue et avec laquelle elle va être obligée de composer. Et je ne dis pas si elle réussit ou pas.